Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, en quelques mois, grâce à une volonté réelle, le gouvernement hitlérien fit des prodiges. Dans sa livraison de janvier 1934, la revue d'économie sociale et rurale publia un article sur le redressement de la famille en Allemagne. Soulignant l'importance de l'idée dans toute œuvre authentiquement révolutionnaire, l'auteur écrivait « Le redressement de la famille comporte deux étapes. D'abord, le redressement de l'idée ou de l'idéal familial. Ensuite, la constitution de bases économiques qui permettent aux familles de se créer et, quand elles se sont créées, de vivre. » Dans l'époque d'après-guerre, appelée en Allemagne l'époque libérale, où, sous le régime de Weimar, les destinées du pays étaient dirigées par quelques groupes financiers, commerciaux et industriels tout-puissants, l'idée familiale était tombée entièrement en déchéance. Chacun ne suivit que ses propres intérêts et ne voulut plus vivre que sa propre vie. En faisant renaître la compréhension que le bien public prime l'intérêt individuel, le nouveau gouvernement allemand mit fin à cette décomposition morale de la nation. Les résultats furent immédiats, car aucune société n'est si contaminée que ses bons instincts ne reviennent pas instantanément dès qu'elle est délivrée de la contagion du mauvais exemple qui peut se donner libre jeu et dès que les moyens lui sont fournis de suivre ses instincts sains. Après avoir souligné l'augmentation des mariages et de la natalité, l'auteur expliquait « Mais pour augmenter le nombre des familles, en place des lamentables parodies du mariage, union libre, compagnonnage et mariage à l'essai, il ne suffisait pas de la volonté d'en créer, mais il fallait aussi la possibilité de le faire. Le gouvernement s'est, en conséquence, appliqué à donner aux jeunes ménages des possibilités de vivre et aussi d'élever des enfants. Il avance aux jeunes mariés des sommes nécessaires pour s'installer et les acquisitions qu'ils font dans ce but sont exemptes d'impôts sur le chiffre d'affaires. La dette se réduit en proportion du nombre d'enfants issus d'une telle union et elle est anéantie entièrement après la naissance du quatrième enfant. L'auteur expliquait en quoi ces mesures avaient permis de résorber une partie du chômage, déjà en donnant du travail aux industries du bâtiment et de l'ameublement, mais pas seulement. Le gouvernement hitlérien doit une grande partie de sa popularité dans les milieux agricoles à ce qu'il a rétabli la situation dans l'industrie laitière en contingentant très strictement l'importation d'huile de baleine et autres matières grasses servant à la fabrication de l'oléomargarine. Celle-ci n'occupe au total que 30 000 personnes en Allemagne et leur commerce ne profite qu'à quelques syndicats internationaux, tandis qu'il nuit à des milliers de petits producteurs en causant la mévente constante du lait dont ceux-ci tirent normalement les ressources journalières avec lesquelles ils payent leurs produits de première nécessité. D'autre part, la fabrication de l'oléomargarine a repris en Allemagne sur une nouvelle base depuis qu'un nouveau procédé a été découvert pour produire du neutral lard avec des porcs allemands. L'auteur expliquait ensuite la politique des prix de vente pratiquée par le Reich afin d'avantager les familles nombreuses et les veuves avec enfants. Puis il évoquait les domaines ruraux déclarés désormais propriétés insaisissables, ce qui permettait d'assurer la vie du monde rural. À cela s'ajoutait une autre loi qui éviterait le morcellement des grandes propriétés agricoles sans pour autant gêner la natalité. Pour être assigné comme erbof, une propriété doit être en possession continue de la famille depuis l'an 1800. Les propriétaires de pareilles erbof ont seuls le droit au titre d'honneur de Bauer, paysan. Les autres n'ont que le droit de se désigner comme agriculteurs. Cette mesure met fin au morcellement à l'infini de la propriété paysanne, en particulier dans l'Allemagne du Sud, où il constituait un véritable fléau pour l'agriculture et pour la natalité, car les propriétaires avaient tendance à réduire le nombre de leurs enfants pour éviter un pareil morcellement.
Les autres héritiers seront dédommagés selon les prévisions provisoires de la loi sur les biens restants. Le principe, le bien général importe plus que l'intérêt privé, s'étant solidement implanté dans l'esprit de l'Allemand moyen, exténué par les expériences faites dans la période d'après-guerre où chacun pouvait donner libre cours à ses instincts égoïstes, a permis au gouvernement de faire passer cette loi sans opposition ouverte ou cachée. L'article se terminait en parlant de la main-d'œuvre agricole qui n'était pas non plus oubliée. L'ouvrier voyait son salaire augmenter sensiblement lorsqu'il avait 2 puis 3 enfants. J'en profite pour réfuter ce genre de caricature stupide qui prétend présenter la femme telle que la verrait l'extrême droite. Dans sa livraison du 2 juin 1936, la revue hebdomadaire reprit la définition de la femme et de la mère donnée par Joseph Goebbels. Une femme qui n'est pas tout pour ses enfants, l'ami, le maître, la confidente, la source de joie et de fierté, celle qui stimule et celle qui modèle, l'accusateur, le défenseur, le juge et aussi celle qui pardonne, cette mère de toute évidence a manqué à sa mission. La mère doit construire l'âme de son enfant, la former, elle doit forger son caractère, développer sa volonté, son esprit de décision. Chaque femme a un poste de chef dans la famille et doit y prendre ses responsabilités. Pure, loyale, craignant Dieu, fidèle, elle doit avoir une personnalité et un caractère définis et doit aussi avoir conscience de la destinée du peuple. Dure à l'égard d'elle-même, courageuse, saine, riche en connaissances, elle doit faire preuve de volonté, de discipline avec la pureté et l'oubli de soi-même de la prêtresse. Nous sommes bien loin de ces caricatures ineptes qui montrent une femme ravalée à l'état de procréatrice et d'esclave du foyer. L'association des femmes allemandes était dirigée par Gertrude Scholz-Klink. Conformément à la doctrine nationale-socialiste qui reposait sur le respect des lois naturelles, elle déclarait « La vie allemande repose sur les lois conçues d'après les lois divines qui ont régi le mélange d'argile et de sang dont nous sommes pétris. » Et aussi, la femme allemande ne se soumet pas aux exigences sacrées de la maternité en obéissant à une doctrine d'État ou bien parce que c'est l'homme qui le décrète, mais parce qu'elle est fière de mettre au monde des enfants sains, de les élever et ainsi d'assurer la perpétuité de la vie. La femme était donc associée à l'œuvre essentielle de la pérennité de la nation. Pas seulement en tant que procréatrice, également comme actrice de l'économie. Bien que prévenue contre cette association, l'auteur de l'article concédait, la femme allemande, comme consommatrice et administratrice de la fortune nationale, dont en effet 7,5% passe par ses mains, doit encore collaborer à la réalisation du plan de 4 ans pour l'indépendance économique du Reich. Elle devait aussi être instruite afin d'assurer l'éducation de ses enfants. Des enseignements du national-socialisme bien entendu, mais aussi en termes de culture générale, à commencer par l'histoire et la géographie du pays. S'appuyant sur des documents historiques, Carlos Porter réfute de nombreuses calomnies qui circulent encore aujourd'hui sur le Lebensborn et le concept de race des seigneurs dans le Troisième Reich. J'invite également les spectateurs à lire la brochure que nous diffusons et qui expose la politique admirable du Troisième Reich pour la famille. Cette dernière référence me ramène tout naturellement à mon analyse.